Non, la bataille de Kiev n'est pas finie. Avec nous sur ce plateau pour évoquer cette crise et cette situation insurrectionnelle à Kiev. Pierre Laurin, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain spécialiste de la Russie et des pays de l'ancienne Union soviétique. Bonsoir également à vous, Volodymyr Pozelski. Vous êtes spécialiste de la politique de l'Ukraine et de l'Union européenne, président de l'ONG L'Ukraine dans l'Europe. Je vous donne la parole dans un instant à l'un et à l'autre. Mais d'abord, Emmanuel Goubert, vous êtes avec nous pour nous parler d'une secouriste. Il y a souvent dans les révolutions, ça s'incarne souvent par un visage. Et là, c'est une jeune femme d'une petite vingtaine d'années, une secouriste qui incarne ces dernières heures la révolution ukrainienne. Absolument. Elle a 21 ans. Elle s'appelle Olesia Zhukovskaya. C'est effectivement une secouriste, une infirmière volontaire qui est aux côtés des manifestants, qui soignent les blessés, qui les évacue de la place. Elle a été blessée très grièvement ce matin par un tir d'arme à feu qui l'a touchée au niveau de la gorge. Un tir, semble-t-il, provenant des forces qui sont placées autour du Maïdan. Et elle a pris son téléphone et elle a tweeté « Je meurs ». C'est deux mots. Et ce tweet a fait le tour de la planète. Il a été retweeté plusieurs milliers de fois. Elle est devenue un symbole. Il faut préciser qu'elle a réussi à être évacuée et à être soignée malgré sa blessure très très grave. Elle n'est donc pas morte, mais elle est devenue le visage, le symbole de cette révolution, de cette insurrection aujourd'hui. Vladimir Pozelski, des manifestants ces derniers jours disaient s'attendre à une réaction de l'État ukrainien, à une action de l'armée. Cela dit, est-ce que vous vous attendiez à une réaction aussi forte ? Mais on ne comprend pas Yanukovych. Depuis 3 jours, le pouvoir a lancé un assaut sur Maïdan. Hier, ils ont réussi, donc il y avait hier qui était déjà 25 morts en plus, ils ont réussi à occuper une partie de la place de Maïdan. Ce matin, il y avait une attaque spontanée, effectivement, des manifestants pour récupérer le Maïdan. Et ce qu'ils ont vu, il y a des snipers qui ont commencé à tirer sur les gens. Il y avait 100 personnes tuées. Et selon la presse ukrainienne, pourquoi il y a tellement de morts? Parce que les snipers, en partie, appartiennent à une unité d'élite alpha. C'est une unité qui doit intervenir dans la prise d'otages, qui fait partie de l'SBU, c'est-à-dire de service de sécurité d'État. Ils ont équipé des fusils britanniques qui tirent sur 2000 mètres. Donc on ne comprend pas pourquoi massacrer les gens. Et si vous voulez... Pourquoi, selon vous? Pourquoi, vous qui êtes suivez cette affaire-là? Faut comprendre. Expliquez-nous pourquoi vous suivez l'affaire. Le soulèvement a commencé il y a 3 mois. Vous connaissez la politique de Yanukovych. Pourquoi ça s'est accéléré? Parce que Yanukovych, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt au compromis, dès son élection en 2010, il a choisi la solution de force. Parce que si vous voulez, il a été élu en 2010, il a eu la majorité dans les 9 régions sur 25 de l'Ukraine, de l'Est et du Sud. Ensuite, il n'a rien fait pour devenir le président de toute l'Ukraine. Au contraire, ce qu'il a fait, il a mis son opposant principal, Tymoshenko, en prison. Il a changé la Constitution de façon illégitime. Il a renforcé ses pouvoirs. Il s'est rapproché de la Russie. Et déjà en novembre, donc, quand l'Ukraine était prête à signer un accord d'association, il a fait un revirement spectaculaire au dernier moment, sous la pression de la Russie. Donc effectivement, cela a provoqué des manifestations, des protestations. Et ce qui fait Yanukovych, il a lancé un assaut le 30 novembre sur les étudiants qui se trouvaient là-bas. C'est ça a commencé. Donc il faut dire que la radicalisation des manifestants, c'est la suite logique de l'escalade de violence orchestrée par Yanukovych depuis 3 mois. Pierre Laurin, la parole dans quelques instants. On va faire un point avant cela avec l'un de nos envoyés spéciaux à Kiev, Jean-Jérôme Bertolus, sur l'aspect diplomatique de cette affaire. 3 ministres des Affaires étrangères européens se sont rendus à Kiev aujourd'hui. Ils ont rencontré Viktor Yanukovych. Vous le voyez sur ces images, parmi eux Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères polonais et le ministre allemand également. Ils sont en train de discuter avec les représentants de l'opposition. Jean-Jérôme Bertolus, vous avez suivi toute cette journée à leur côté et selon les Polonais, Viktor Yanukovych serait prêt à accepter des élections anticipées dès cette année. Écoutez, alors on attend maintenant une déclaration des ministres des Affaires étrangères, bien sûr, et de Laurent Fabius, ici au siège de l'Union européenne. Mais vous savez qu'ils sont toujours en discussion avec les leaders de l'opposition ukrainienne. Et on a vu très brièvement l'un de ces leaders qui est venu nous parler et qui n'a pas confirmé effectivement que le président ukrainien avait accepté des élections anticipées, c'est-à-dire, non pas 2015, mais 2014. Néanmoins,
Néanmoins, effectivement, on a senti, selon ce propre mot de ce leader de l'opposition, que les choses allaient dans le bon sens. Il s'attend à des résultats, peut-être cette nuit, tout en critiquant effectivement le pouvoir absolu du président de la République d'Ukraine. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, Laurent Fabius et ses deux homologues allemands et polonais travaillent actuellement à un texte de sortie de crise. Ce serait à peu près la 4e version qu'ils s'apprêtent à se rendre eux-mêmes à la présidence pour soumettre ce texte. Mais la question clé, effectivement, la question clé des élections anticipées, eh bien, cette question, pour l'instant, eh bien, reste en apesanteur. Ça n'est pas, encore une fois, confirmé que le président de la République ukrainienne ait cédé sur ce point. Encore rapidement un petit mot, Jean-Jérôme Bertolus, où se trouve Laurent Fabius à l'heure où nous parlons avec ses homologues allemands et polonais? Où sont-ils et est-ce qu'ils ont prévu de rester à Kiev le temps que Yanukovych cède et accepte la 4e, la 5e, la 8e version du texte? Alors écoutez, pour l'instant, il se trouve au siège de la Commission européenne à Kiev, qui est à peu près à 10 minutes, un quart d'heure en voiture de la présidence. Mais comme vous le savez, la présidence était devenue un véritable bunker avec des forces spéciales tout autour de la présidence, puisque la présidence est elle-même très proche de la place Maïdan. Cela fait maintenant 2 heures que le ministre est avec les représentants de l'opposition. Il va se rendre, mais on nous dit ça maintenant, ça fait pratiquement une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on nous dit il va se rendre dans les minutes qui viennent. Mais ça dure. Il va se rendre à la présidence pour soumettre ce texte. Et semble-t-il qu'il reviendra effectivement, qu'il va tenter de trouver un accord cette nuit. Mais il n'est pas sûr. En tout cas, on refuse de nous le confirmer qu'il reste demain matin à Kiev. Vous savez encore une fois que Laurent Fabius est attendu pour un voyage officiel en Chine et qu'il avait l'intention de partir dès midi de Kiev vers Pékin. Jean-Jérôme Bertolus en direct de Kiev pour iTélé. Nous vous retrouverons, Jean-Jérôme, tout au long de cette soirée pour nous tenir au courant de l'évolution de ces discussions. Voilà pour Kiev. À Bruxelles, des sanctions ont été prises par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ils ont décidé de priver de visa et de geler les avoirs de certains responsables ukrainiens, ceux qui ont du sang sur les mains, selon le chef de la diplomatie italienne, Emma Bonino. À l'issue de ce sommet extraordinaire, la chef de la diplomatie européenne s'est exprimée, Catherine Ashton. Je suis allée à Kiev, j'ai vu les violences et j'ai vu ce qui s'est passé à Maïdan. J'ai vu que les Ukrainiens voulaient manifester de façon pacifique. J'ai rencontré le président Yanukovych et je lui ai dit que le gouvernement devait être responsable et doit assurer la sécurité de ses citoyens. Et quand ce n'est pas le cas, des mesures doivent être prises pour assurer cette sécurité, justement. Je crois qu'une partie de la violence qu'on a vue doit être traitée par une enquête indépendante pour savoir qui a commis ces actes de violence et ils doivent être poursuivis en justice. Pierre-Laurent, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures selon vous? Est-ce que Yanukovych va accepter la médiation européenne ou est-ce que tout ça, c'est des gestes, on s'active et finalement ça va continuer comme ça? Qu'est-ce que vous prévoyez dans les prochaines 24 heures en Ukraine? Dans les prochaines 24 heures, je crois qu'effectivement la situation va se calmer tout simplement parce que l'effort de la Troïka européenne aura porté un minimum de fruits. C'est-à-dire qu'on a établi un protocole, on est en train de l'établir, sur un potentiel de sortie de crise. Je ne crois pas honnêtement qu'on arrive à une résolution complète des problèmes en l'espace d'une nuit. Mais en revanche, si on parvient à obtenir un premier résultat, qui serait de part et d'autre la neutralisation de Maïdan, le fait que les deux parties restent sur leur position. Neutralisation, ça veut dire désarmement aussi? Désarmement, si c'est possible, oui. Oui, je crois que c'est l'un des impératifs. Mais il faut que le désarmement soit réciproque. Parce que le problème, ce n'est pas tant que les manifestants soient des démocrates. Personne n'en doute. Le problème, c'est qu'il y a parmi ces manifestants des gens qui ne sont pas démocrates et qui prennent tous les risques pour faire déraper les choses.
je suis d'accord pour dire que le gouvernement les aide particulièrement, même indirectement, parce que la position du gouvernement n'est pas très claire. Mais si l'opposition elle-même ne devient pas, de ce point de vue-là, irréprochable, la situation va continuer à dégénérer. Vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est normal que monsieur ne soit pas d'accord. Parce que les policiers, ils ne sélectionnent pas démocrate, pas démocrate. Aujourd'hui, il y avait des cas que la police a tiré sur un couple qui se promenait dans le centre de ville. Il a été blessé. Ce n'est pas ce que je dis, monsieur. Non, il a été blessé, donc mais tout je le suis monde, d'accord tout pour le monde dire que c'est horrible et que c'est atroce. Non, mais je c'est atroce. Si vous voulez, le président, quand le président Yanukovych a été élu de façon démocratique, légitime, il doit rester. Mais il y a beaucoup de dictateurs. Je ne crois pas que j'ai dit ça. Mais non, c'est moi que dis, c'est pas vous. Il y a beaucoup de dictateurs qui sont élus, qui sont accédés au pouvoir de façon démocratique. Mais après, le président qui était élu de façon démocratique, il est garant de la Constitution et des droits fondamentaux de ses citoyens. Et si on tire à balles réelles sur ces citoyens, c'est inacceptable. Donc, la solution... Mais répondez juste sur ce que dit Pierre Laurent. Ce qu'il dit, c'est qu'il y a dans cette opposition des groupuscules, d'après les mots de Pierre Laurent, qui ne sont plus démocratiques. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que c'est ce qu'on entend. On dit qu'il y a des fascistes, on entend des noms, on entend des noms. Il y a une minorité des gens, une minorité qui viennent, qui appartiennent aux fractions comme Pravy Sector, aux fractions de droite ukrainienne. Mais quand les gens sont prêts à mourir pour leur patrie et pour leur liberté, moi je ne peux pas les qualifier de terroristes. Et moi, je connais des gens personnellement qui sont sur le Maïdan, qui se sont radicalisés au fur et à mesure de l'escalade de la violence. Est-ce que l'opposition tient ses troupes encore? Non, mais l'opposition, si vous voulez, c'est beaucoup plus simple pour Yanukovych de contrôler l'armée et la police que pour l'opposition de contrôler le Maïdan. Sur le Maïdan, effectivement, il y a des forces qui ne sont pas contrôlées par l'opposition, parce qu'ils sont venus eux-mêmes. Ces gens-là sont venus eux-mêmes. Donc, parce qu'ils pensent qu'ils défendent leur patrie, ils défendent leur liberté. C'est exactement ce que je vous dis. Comment vous voulez arriver à une solution négociée pour pacifier la chose, s'il y a des éléments incontrôlables, et vous dites on ne peut pas les contrôler. Comment vous voulez? C'est très simple. Ce qu'il a dit aujourd'hui, Pravy Sector, c'est celui qui ont dit qu'ils sont des extrémistes. Mais ils le sont. On est prêt à cesser les confrontations à condition que Berkut et police cessent de tirer sur les gens. Berkut sont les unités d'élite. Et si vous voulez, qui a commencé la sauce? C'est-à-dire, qui est derrière cette violence? Parce que l'Ukraine, c'est le pays qui est indépendant depuis 20 ans, et on n'a jamais eu en Ukraine les problèmes de cet ordre-là. Vous vous souvenez de 2004? C'était en paix et en amitié, c'était révolution pacifique. Et pourquoi ça a dérapé aujourd'hui? Parce que ça a commencé le 30 novembre, il y avait des gens qui étaient l'étudiant, des simples étudiants qui étaient là, étaient tabassés de façon violente. Après, il y avait beaucoup d'autres manifestants qui étaient tabassés. On a tiré sur les journalistes, et petit à petit, on est venu là. La Russie. Oui, allez-y, Pierre Laurent. Non, allez-y. Pardonnez-moi. Non, répondez à ce qu'il dit. Non, vous n'êtes pas d'accord, mais justement, exprimez le... Non, en fait, ce n'est pas que je ne suis pas d'accord. La question, c'est qu'on ne peut pas comparer 2004, l'hiver 2004-2005 et maintenant, tout simplement parce que... 2005, c'est la Révolution orange. Voilà, c'est la Révolution orange. Pourquoi on manifestait sur Maïdan? Mais tout simplement parce qu'il y avait des élections et que, visiblement, elles avaient été faussées par l'un des candidats. Bon. En l'occurrence, Viktor Yanukovych. Yanukovych, effectivement. Donc, on manifeste et on exige de refaire les élections. La Cour constitutionnelle, d'une manière inespérée, donne droit. C'est-à-dire qu'en fait, ça a duré quoi? 15 jours? Ça n'a pas duré très longtemps. On n'est pas dans une épreuve de force qui dure depuis aussi longtemps. D'autant plus que vous savez très bien, et je ne vous apprends rien, que l'une des tactiques de guérilla urbaine, c'est de provoquer de manière à attirer une répression. Donc là, on ne peut pas dire qui a commencé ou qui n'a pas commencé. Effectivement, les manifestants, au début, étaient des manifestants pacifiques, sauf ces groupes qui étaient là dès le départ. Et les choses ont dérapé, effectivement. Et puis bon, il faut dire également que le gouvernement ukrainien ne fait pas preuve d'une intelligence manifeste. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Ces affrontements meurtriers en Ukraine ont fait réagir les grandes puissances aujourd'hui. Les États-Unis
parle de violences scandaleuses. La Russie a également réagi par la voix notamment de son Premier ministre, Dmitry Medvedev, qui s'en prend également à Kiev. Il dit il faut que nos partenaires aient du tonus. Les partenaires, en l'occurrence, c'est l'Ukraine, que le pouvoir en Ukraine soit légitime et efficace, qu'on ne s'essuie pas les pieds dessus comme sur un paillasson. La Russie qui soutient donc le pouvoir en place en Ukraine, quand même, cela se sent dans le traitement de cette crise dans les médias russes. Exemple avec Thomas Jarion. Les manifestants frappent, les policiers reculent. Sur ces images diffusées par la chaîne de télévision Russia Today, proche du pouvoir, les scènes se ressemblent. Il y a les agresseurs, systématiquement les opposants au régime, et les agressés, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Et cela se ressent dès les titres du journal. Plus d'une douzaine de personnes ont été tuées lorsque des émeutiers armés ont rompu la trêve avec le gouvernement et attaqué la police. On insiste sur les policiers capturés, sur la violence des manifestants et sur la réponse antiterroriste des autorités ukrainiennes. La journaliste s'attarde sur cette scène. Plusieurs manifestants semblent refuser d'appeler une ambulance pour un policier blessé. Pendant les 20 minutes que dure le journal, pas une fois on entend s'exprimer les opposants. Le micro est tendu à cet éditorialiste. Les opposants sont passés du statut d'hooligan en décembre à celui de terroriste depuis fin janvier. La ligne éditoriale est finalement assez proche de la ligne diplomatique choisie par la Russie, qui veut un gouvernement ukrainien solide. Il faut que nos partenaires aient du tonus, que le pouvoir en exercice en Ukraine soit légitime et efficace, qu'on ne s'essuie pas les pieds dessus comme sur une serpillière. En dépit des affrontements de plus en plus violents, le soutien des autorités russes à l'État ukrainien ne faiblit pas. Qu'est-ce qui se dit ce soir à Moscou? Qu'est-ce qu'on pense quand on est Dmitry Medvedev, quand on est Vladimir Poutine, quand on est Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères? Qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on va céder du terrain ou pas du tout? Dans le soutien à Yanukovych. La Russie n'a pas réellement de terrain à céder dans la mesure où, si vous voulez, indépendamment de ce qui se passe à Kiev et dans certaines villes de l'ouest de l'Ukraine où la situation est très tendue, je crois que aussi bien les Européens que les Russes mènent leur jeu. Ils défendent leurs intérêts. L'intérêt de l'Union européenne, c'est de s'ouvrir sur un marché de 46 millions d'habitants. L'intérêt de la Russie, c'est de ne pas perdre ce marché de 46 millions d'habitants. Et là, je pense qu'on ne peut pas dire que les uns ont raison et sont gentils et que les autres ont tort et sont méchants. Ils sont tous les deux dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils défendent leurs intérêts. Bon, ça c'est un fait. Ensuite, deuxième point, Poutine n'apprécie pas du tout Yanukovych. Et Yanukovych le lui rend bien. Les relations ont été particulièrement tendues entre les deux hommes au cours des 3 dernières années. Yanukovych ne s'est rapproché de Poutine en faisant des concessions que lorsqu'il a vu que sa politique pro-européenne, qu'il a menée pendant 3 ans vaillamment, ne menait à aucun résultat. Le résultat pour l'Ukraine, c'est OK, un accord de libre-échange, mais à condition que l'Union européenne mette la main à la poche pour payer la transition économique. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, l'économie ukrainienne est tournée pratiquement, du point de vue industriel en tout cas, vers la Russie. Si on fait une zone de libre-échange avec l'Europe, c'est formidable pour nous qui allons vendre nos produits en Ukraine sans droit de douane, mais pour les industriels ukrainiens qui exportent des biens industriels vers la Russie et les autres pays de l'ancienne Union soviétique, c'est une catastrophe. Non, ce n'est pas une catastrophe, c'est une possibilité de s'ouvrir. Parce qu'on peut tout à fait... Ceux qui voulaient l'Union européenne, il a proposé une zone de libre-échange à l'Ukraine, d'accord? Il est tout à fait possible d'avoir pour l'Ukraine d'avoir une zone de libre-échange avec la Russie et avec l'Union européenne. Mais la Russie ne voulait pas ça. Ce que voulait la Russie, que l'Ukraine... Oui, alors vous voulez le beurre, l'argent du beurre et les faveurs de la crémière. Non, mais parce que, excusez-moi, mais s'il y a une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine, oui, il n'y a plus, et une zone de libre-échange entre la Russie et l'Ukraine, il n'y a plus de barrière entre l'Union européenne et la Russie. C'est parfait. Le débat est terminé. Merci Volodymyr Pozelski d'avoir répondu à nos questions, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous également Pierre Laurin. La situation en Ukraine est plutôt calme précaire.